problème du live. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, docteur, nous allons attendre quelques minutes pour que les participants nous rejoignent. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Je suis à vous. Merci. Je vous en prie. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammad alayhi afdal salatu wassalam. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour ce meeting scientifique. Je vous invite à profiter pleinement de cette soirée pour poser des questions, partager vos points de vue bien sûr. Sans plus tarder, ouvrons cette session avec Dr Al-Abed. Je vous souhaite une excellente soirée et de très belles découvertes scientifiques. Marhaba bik, docteur. Salam alaikum. Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, pour vous parler des dernières recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des patients présentant un problème cardiaque avec les différents risques.
Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les dernières recommandations ont été lancées, ça fait exactement 2 mois aujourd'hui. Donc, il y a eu une mise à jour qui s'est faite le 24 octobre 2024 dans ce qui intéresse ou qui touche à la prise en charge des patients cardiopathes, tant sur la façon que sur la qualité de la prise en charge. Donc, et sans plus tarder, on va commencer. Alors, je partage, c'est ça l'écran? Oui, s'il vous plaît, docteur, partagez l'écran. Alors, fenêtre. Ça va? Voilà, ça marche, docteur. Ok. J'essaie juste d'accéder. Est-ce que vous voyez? Normalement, oui, c'est clair. C'est bon? On est en plein écran? Non, Oui, c'est clair. normalement, Oui, docteur. D'accord, ok. Donc, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez vous concentrer sur les diapos et on se verra tout à l'heure. Alors, donc, comme je viens de vous dire, nous allons aborder les recommandations de bonne pratique pour la prise en charge bucco-dentaire des patients cardiopathes. C'est des recommandations qui ont été validées par le collège de l'AS, Haute Autorité de Santé. Ça fait exactement 2 mois, le 24 octobre 2024. Et donc, vu la fréquence des patients porteurs de problèmes cardiovasculaires dans la consultation, on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir ce genre de problème de ce patient. Il faudra premièrement commencer par l'interrogatoire. Et c'est cet interrogatoire, quand il est bien mené, qui va nous faire découvrir la pathologie. Parce que si je mets directement mon patient sur le fauteuil et je lui demande d'ouvrir la bouche, donc il ne va pas s'exprimer, il ne va pas me parler, on ne vous répond pas. Question, déjà l'interrogatoire, des fois, dans certains cabinets, il commence déjà avec l'assistante. Si vous voyez que le patient est un peu, on va dire, sur ses gardes, il n'arrive pas à se livrer, à vous dire la vérité, là, vous pouvez être malin, on va dire, et dire, alors, quel médicament vous prenez? Et là, le patient, il va vous dire, oui, je prends telle et telle chose. Donc, il peut dire, non, je ne suis pas malade, je n'ai pas la tension, enfin, je prends quand même un petit comprimé de telle chose. Donc, ça, il faut trouver l'astuce. Et il faut aussi avoir un minimum de connaissances. Alors, je vais vous dire quelque chose que la chirurgie dentaire, la particularité par rapport aux autres pratiques médicales, c'est que vous devez être, ou nous devons être, très cultivés. Bon, sur tous les plans, certes, mais sur les plans pathologie, parce qu'on reçoit sur le fauteuil des patients âgés, des patients jeunes, des enfants avec différents types de pathologies. Donc, il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir comprendre et suivre le patient. Et quand on voit on ne comprend pas un point, ce n'est pas faux de demander de l'aide, de demander plus d'explications. Et ça, en travaillant en collaboration avec le médecin traitant, entre autres ici, le cardiologue ou le pédiatre cardiologue. Et donc, face à ce type de patient, nous avons 3 risques qui peuvent se présenter, chacun à part ou les 3 ensemble, avec une sévérité et un traitement variable. Alors, nous avons le premier, c'est le risque infectieux, donc c'est l'endocardite infectieuse, oui. Bonsoir, docteur. Alors, chez nous, les slides ne passent pas. Ah, Prière de repartager. pardon. Alors, attendez, je repars en arrière, c'est ça? Alors, Voilà, maintenant, ça passe. OK. Là, vous voyez? Est-ce que c'est le plein écran? Non, c'est pas le plein écran et on n'a pas les slides également. Regardez comme ça?
Pas de slide? Non, pas encore, docteur. Toujours pas. OK. Est-ce que ça va? Maintenant, c'est visible, normalement, docteur. Mais est-ce que vous voyez le plein écran? Oui, oui, il est clair. OK. Non, d'accord. Essayez de passer l'autre diapositive pour qu'on puisse savoir si ça passe ou non. D'accord, OK, ça marche. Ça va? C'est bien. Oui, oui. Oui, Maintenant, c'est bien. Je vais essayer de repasser sur le plein écran et vous allez me dire, est-ce que ça va? d'accord. Ça va? Chez Vous moi, non. OK. Donc, je préfère on reste comme ça, c'est mieux. Exactement. Oui, exactement. OK. Et donc, au besoin, je vais agrandir, je vais agrandir. Alors, c'est mieux? C'est mieux, docteur. Vous continuez. Merci. Je vous en prie. Désolée. Alors donc, on avait dit que le premier, les risques, ils sont trois. Il y a le risque infectieux, celui d'endocardite infectieuse. Ensuite, il y a le risque hémorragique et il y a le risque syncopal. Chez un patient, vous pouvez trouver un seul risque, deux risques ou les trois à la fois. Tout dépend. Tout dépend de ce qu'on va voir actuellement. D'accord. Donc là, on est obligé de passer au plein écran. L'endocardite infectieuse, tout le monde connaît, et c'est là où il y a eu l'actualisation des recommandations. Cette actualisation, elle a pour objectif d'améliorer la prise en charge dentaire des patients, tout en prenant appui sur la littérature et sur les études épidémiologiques qui ont été appliquées. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait des patients chez lesquels on faisait des extractions à tort. Ça veut dire quoi? Une dent qui aurait pu être sauvée chez un patient sain est extraite, on va dire, entre guillemets, bêtement chez un patient cardiaque. Ça, c'est un. Deuxièmement, chaque fois que le patient dit qu'il y a une cardiopathie, il est systématiquement mis sous couverture antibiotique. Ce qui a créé quoi? Ça a créé un problème qui est le problème de résistance aux antibiotiques. Et pour ceux qui ne savent pas, la résistance aux antibiotiques a tué plutôt aux environs de 1,5 million de personnes par an, ce qui fait ça dépasse le nombre de gens décédés suite à un sida avéré ou au paludisme. Donc, c'est quand même un chiffre qui fait peur. C'est pour cela que les anciennes recommandations ont été revues. Et Docteur, s'il vous plaît, oui, le diapo est bloqué. comme ça, vous voyez? Oui, oui, c'est bien D'accord. clair. Ok. Alors là, je vous montre l'en-tête de ce document que je vous invite vivement à étudier, à lire. Ce n'est pas un gros document, c'est vraiment un petit fascicule qui est très facile à lire et qui est ou publié sur la page de l'AS, la Haute Autorité de Santé, et qui s'intitule, comme vous pouvez le voir, Prise en charge bucco-dentaire des patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Donc, il va s'intéresser seulement au risque infectieux et qui a été mise à jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 24 octobre 2024. Donc, vous voulez faire une capture d'écran, ensuite vous pourrez le lire à tête reposée. Et c'est de ce texte-là que je me suis inspirée pour vous présenter ce que l'on va voir maintenant. Docteur, s'il vous plaît, le même problème du diapo. D'accord, Vous ok. pouvez repartager. Ok, attendez, excusez-moi. Donc, je vais fermer toutes les fenêtres. Hop. Comme ça. Ok. Et partage.
Ça va? Normalement, ça marche. Chez les participants, s'il vous plaît, nous dites ça par message. C'est bon. Ah d'accord. Le problème, c'est que les slides ne passent pas. Ok, ça marche. Il suffit juste de me faire signe parce que moi, je m'oublie. Hein. Je vois que ça marche pour moi, je m'oublie. Ok. On y va? C'est ok pour tout le monde? Oui, normalement, c'est bon. Ok. Alors, là, vous voyez? Ouais. Normalement, c'est visible, docteur. D'accord, Oui. ok. Donc là, c'est juste un petit rappel. Je sais que vous connaissez que l'endocardite infectieuse est une infection qui est quand même grave parce qu'elle peut être mortelle, avec un taux quand même de mortalité qui est de 20%, appelée également maladie d'Osler. C'est une infection d'une valve cardiaque qui peut être saine dans un tiers des cas, mais dans les deux autres tiers, il s'agit de valves lésées. Le germe le plus incriminé est le streptocoque, mais on trouve également les staph, les bacilles gram négatifs et autres. La porte d'entrée dentaire a été révélée dans 14 à 20% des cas, c'est quand même assez important. Et suite à quoi? Suite à ce qu'on appelle la bactériémie. Tout simplement, la bactériémie, c'est quoi? C'est le passage de germes dans le sang, en fait, de façon transitoire. Ce qui fait la différence avec la septicémie. Donc, cette bactériémie, ce passage de germes dans le sang, il va dépendre de 4 éléments. Premièrement, du degré de septicité de la cavité buccale. C'est-à-dire, si vous avez un patient qui vient vous voir avec une cavité qui est très propre, qui a une bonne hygiène, ce n'est pas le même degré de septicité chez quelqu'un qui vient vous voir avec un état catastrophique, avec des poches parodontales, avec du tartre, de la nicotine, plein de caries. Ce n'est pas du tout le même degré. Il y a aussi la nature de l'acte. Entre faire une consultation et faire un détartrage ou faire une désinclusion d'une canine ou d'une dent de sagesse, ça n'a rien à voir. Et donc, ça dépendra de l'étendue de la brèche. Une petite brèche veut dire une porte d'entrée plus petite et la durée de l'intervention. Plus c'est lent, plus on a de risque d'avoir des germes dans le sang. Donc, la bactériémie, elle va être dictée, ou sa gravité, son importance va être dictée par les 4 éléments. Alors, est-ce que c'est passé? Ouais. Quelle fréquence d'accord. de bactériémie pour vous dire que la bactériémie n'est pas seulement en rapport avec le détartrage, les extractions, la chirurgie, l'irrigation, mais voyez, elle peut être associée au brossage. On a une bactériémie qui peut atteindre 40%. Vous savez, les gens qui ont un problème de gencive ou un problème parodontal, au moment de se brosser, ils ont un saignement. Quand le saignement est important, en rapport bien sûr avec leur problème parodontal, c'est normal qu'on va avoir une bactériémie. Donc, il n'y a pas que le passage chez le dentiste. Il y a aussi la mastication, toujours pour la même raison. Et là, ça peut varier de 17 à 51%, ce qui n'est pas peu. Donc, c'est quelque chose d'important. D'où la nécessité de motiver les patients à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour justement éviter cette bactériémie que je qualifierais de gratuite. Alors, quels sont les patients à risque d'endocardite infectieuse? Avant, dans les anciennes recommandations, on avait 3 groupes, ou plutôt 2 groupes et un bis. On avait le groupe A, on avait le haut risque, et on avait le groupe B, c'était le groupe à haut risque, donc le A. Le B, c'est juste risque. Et ensuite, nous avons les cardiopathies sans risque. Alors là, dans les nouvelles recommandations, première modification, nous allons avoir 2 groupes seulement. Il y a les patients à haut risque et les patients à risque intermédiaire. Nous allons voir, premièrement, les patients à haut risque. Et là, vous avez 2 façons de faire. Soit vous allez les apprendre, soit vous allez les écrire sur comme un flyers et vous allez l'afficher
face à vous, au bureau, au cabinet, ce que vous voulez. Et en les regardant, en les lisant chaque jour, plusieurs fois par jour, vous allez finir par les retenir. Alors, les patients à haut risque, alors, premièrement, c'est les patients qui ont déjà eu une endocardite infectieuse. Ça, c'est connu déjà, on le savait. Et deuxièmement, nous avons les patients porteurs de prothèses valvulaires ou d'un matériel prothétique utilisé pour la réparation valvulaire cardiaque. Ça veut dire que chaque fois qu'un patient vous dit que je porte une prothèse valvulaire ou qu'on m'a corrigé la valve avec du matériel, là, vous savez que vous êtes dans cette catégorie. C'est quoi le plus ici? C'est qu'avant, c'était des patients qui avaient subi des chirurgies à cœur ouvert. Le patient, il vous en parle de façon vraiment très dramatique, je dirais. Mais maintenant, avec les nouvelles techniques, le patient, si vous voulez, a tendance à considérer que c'est quelque chose de banal. Parce que pourquoi? Parce que certaines nouvelles techniques font appel à ce qu'on appelle la chirurgie per- ou transcutanée. C'est assez superficiel dans la tête du patient, comme le TAVI. Le patient, pour lui, il a subi un TAVI, bof, c'est pas important, c'est pas une chirurgie à cœur ouvert. Mais il ne sait pas qu'il appartient à ce groupe de patients à haut risque. Donc, n'hésitez pas à demander l'avis du médecin traitant pour pouvoir suivre ou savoir classer votre patient. Alors, il y a aussi les patients qui ont une cardiopathie congénitale, qui est soit congénitale complexe cyanogène, et cyanogène, c'est un ensemble de pathologies, je ne vais pas entrer dans les détails, hétérogènes, c'est-à-dire elles sont variées, mais qui sont caractérisées par cet aspect bleuté au niveau des extrémités et parfois au niveau des lèvres aussi. Il y a aussi les cardiopathies congénitales complexes qui sont traitées à l'aide de matériel prothétique. Ce qu'on a rajouté à ce groupe, parce que ces trois-là, ils figuraient déjà, on a rajouté les patients porteurs de pompes d'assistance ventriculaire. Ça, c'était les patients à haut risque. Maintenant, les patients à risque intermédiaire. Alors, premièrement, ce sont tous les patients qui présentent une anomalie morphologique ou fonctionnelle d'une valve. Que ce soit une insuffisance, un rétrécissement, ce que vous voulez, dès qu'il y a question de valve aortique, mitrale ou autre, ça veut dire que votre patient, il entre dans le risque intermédiaire. Il y a aussi les patients qui présentent une atteinte type cardiomyopathie hypertrophique, les patients de cardiopathie congénitale qui n'ont pas été classés dans le haut risque et les patients porteurs de dispositifs de simulation avec sonde. Ce qu'il faut comprendre et ce que la AS a souligné, c'est que les patients ne connaissent pas leur pathologie parfois, ou souvent, je vais vous dire, souvent, ils ne connaissent pas ce qu'ils ont. C'est pour cela qu'il faut entrer en contact avec le médecin traitant, qu'il soit cardiologue, le chirurgien cardiologue ou le cardiopédiatre. Il faut connaître de quoi il s'agit. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit d'accès, par exemple, à la carte Chifa, comme c'est le cas, par exemple, en France, où ils peuvent accéder à la carte vitale, de manière à savoir votre patient, qu'est-ce qu'il a, il ne peut pas vous le cacher, et qu'est-ce qu'il prend comme traitement. Et donc là, par exemple, déjà, eux, avec la carte vitale, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent, et moi, je trouve que c'est une bonne idée, et normalement, on a des amis cardio qui sont en train de nous suivre, de faire une fiche pour dire que ce patient présente un risque infectieux. Ça va nous aider. Mais la meilleure solution, c'est, et je le dis toujours, entrer en contact avec le médecin traitant, en l'occurrence, dans notre cas, le cardiologue. Donc là, on a vu les patients à risque, donc il y a le haut risque et le risque intermédiaire. Maintenant, quels sont les actes bucco-dentaires invasifs, c'est-à-dire qui présentent un risque de bactériémie, de passage de germes dans le sang, qui sont contre-indiqués et ceux qui sont autorisés avec antibioprophylaxie. Et c'est là que va commencer ce que j'appelle, moi, l'action. Alors, attention, premièrement, ces recommandations, je vais vous choquer, concernent uniquement, et j'ai mis uniquement en rouge, les patients à haut risque de survenue d'endocardite infectieuse. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, excusez-moi, je vais supprimer ceci, qu'il n'y a aucune
je dis bien, il n'y a plus aucune contre-indication à pratiquer des actes bucco-dentaires invasifs, ni d'indication d'antibioprophylaxie pour ces gestes chez les patients à risque intermédiaire d'endocardite infectieuse. Oui, vous m'avez bien entendu. يعني وش معناه؟ معناه باللي les gens qu'on a classés في la liste intermédiaire, c'est bon, on peut leur faire tous les gestes qu'on veut, hein? ما بقاش نخمموا intermédiaire نديروا له maintenant intermédiaire, on lui fait tout. Et le plus beau, c'est sans antibioprophylaxie. Eh bien oui, ça c'est vraiment un changement radical qui va venir dans notre pratique. Et j'aurais aimé avoir beaucoup de cardiologues avec nous aujourd'hui parce que cardiologue, quand il envoie chez le dentiste, c'est presque une ordonnance préparée et vous écrit patient sous amoxyl 3 grammes 1 heure avant. Déjà, 3 grammes, c'est dépassé, ça fait belle lurette. Maintenant, ils vous disent qu'il faut. Non. Alors, pour l'intermédiaire, il ne faut pas. Il ne faut plus. Et ces recommandations, elles ont été instaurées par l'AS, la Haute Autorité de Santé, qui est l'autorité numéro 1 en France, mais qui a aussi une valeur scientifique reconnue en Europe et de par le monde. Et elle a été approuvée également par l'ANSEM, qui est le nouveau nom de l'AFSAPS, par la Société de cardiologie et la Société d'anesthésie-réa en France. Et c'est des sociétés savantes qui ont leur poids dans le monde. Donc, on arrête l'antibioprophylaxie pour le groupe intermédiaire et on peut tout faire. Alors, donc, les actes bucco-dentaires qui sont ou qui restent contre-indiqués chez les patients à haut risque, hein, à haut risque seulement, ce sont quoi? Ce sont le coiffage pulpaire en denture permanente, la pulpectomie sur dents temporaires, les dents de lait, pas de pulpectomie, toute technique de chirurgie nécessitant une membrane de régénération osseuse. Donc, chaque fois que nous avons une technique avec membrane, c'est une contre-indication. Et tout traitement de périimplantite. Le patient, il vient avec une périimplantite, il n'y a pas de traitement, c'est l'explantation. Il faut enlever l'implant et on va le voir tout à l'heure. Est-ce que les slides sont en train de passer normalement? Oui. 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 Alors, les actes bucco-dentaires invasifs autorisés, on a dit tout à l'heure contre-indiqués. Maintenant, ceux qui sont autorisés, mais qui nécessitent une antibioprophylaxie, et on est toujours, encore une fois, je me répète, chez le haut risque de survenue d'endocardite infectieuse. Alors, commençons par l'anesthésie. Vous voyez les slides? Oui. Oui, docteur, oui. Ok. C'est clair. Alors, Oui, l'anesthésie, quand est-ce qu'elle devient, elle doit se faire sous couverture? C'est lorsque vous allez injecter dans un site inflammatoire. Ça, c'est un. Deuxièmement, si on va faire une anesthésie intraligamentaire ou la technique ostéocentrale, et là, c'est des techniques déjà qui ne sont utilisées qu'en deuxième intention. Si l'anesthésie ne prend pas, on les rajoute. Mais sinon, normalement, on ne fait pas appel à elle pour ce genre de patient. Donc là, on a besoin d'une couverture antibiotique. Deuxièmement, en odontologie conservatrice et endodontie, la pose d'une digue dans un contexte de gencive inflammatoire, donc ça nécessite une antibioprophylaxie. Chez l'adulte, la pulpotomie sur dents permanentes matures, la pulpectomie, le traitement et le retraitement endo, la chirurgie endo, sans qu'il y ait utilisation d'une membrane de régénération osseuse. Donc, si l'on veut, presque tout ce qui est endo peut être fait, mais sous couverture. Chez les enfants, la pulpotomie des dents temporaires, la pulpotomie des dents permanentes, parce que tout à l'heure on a parlé de pulpectomie, hein, là c'est la pulpotomie des dents temporaires, la pulpotomie des dents permanentes immatures, le coiffage pulpaire des dents permanentes immatures. Donc tout ça, c'est permis à condition de respecter l'antibioprophylaxie.
En parodontologie, le sondage parodontal, c'est un geste invasif qui devra se faire sous couverture antibiotique. Il en est de même, et ça c'est logique, et on le faisait déjà pour l'assainissement parodontal, détartrage, surfaçage, gingivectomie. Maintenant, on peut se permettre de faire des élongations coronaires chez ce genre de patients. Avant, ce n'était pas possible. Le traitement chirurgical aussi des poches et des maladies parodontales, il était tout à fait contre-indiqué et proscrit, alors que là, il est autorisé avec ou sans comblement, avec les techniques de désinfection au laser, mais l'essentiel restait toujours loin de l'utilisation des membranes de régénération osseuse. La chirurgie orale, donc tout ce qui est avulsion, les frénectomies, les biopsies, les exérèses de lésions muqueuses, lésions osseuses bénignes, l'essentiel, encore une fois, de ne pas utiliser de membrane de régénération osseuse, les dégagements orthodontiques de dents incluses qui étaient interdites, si vous vous rappelez, le dernier protocole 2011, c'était interdit. Maintenant, on peut les pratiquer. Les techniques d'accélération de déplacement des dents, la corticotomie, là aussi, c'était contre-indiqué. Vous voyez, il y a des gestes qu'on a rajoutés et nous allons encore voir d'autres surprises, qui est l'implantologie orale. Eh bien oui, avant, on disait pour les patients à haut risque, pas d'implant. Et donc là, bonne nouvelle, oui, on peut mettre en place un implant sans utilisation de membrane de régénération osseuse. Oui, on peut mettre des vis, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les piliers de cicatrisation si l'implant est enfoui. Et oui, on peut faire de la chirurgie pré-implantaire, toujours avec la condition de ne pas utiliser de membrane de régénération osseuse. Donc, vous voyez, on a rajouté carrément un volet sur ce chapitre. En orthodontie, il est autorisé de faire du stripping, c'est-à-dire de la réduction améllaire, mais également, et écoutez-moi bien, placer les mini-implants ou les mini-vis qui servent d'ancrage ou les plaques d'ancrage. Ça, avant, on ne pouvait pas le faire. Donc ça et la désinclusion canine ne pouvaient pas le faire. Donc on était obligé de sacrifier carrément des canines, même si la position était favorable. Et je parle encore une fois pour les situations où l'on soit chez un patient à haut risque. La traumatologie, tous les actes thérapeutiques en lien avec la traumatologie dentaire et alvéolaire sont permis. Également, une bonne nouvelle pour nous, la réimplantation des dents permanentes matures-immatures est de retour sur le podium. Avant, parmi les contre-indications de la réimplantation, c'était quoi? C'était avoir un risque infectieux, même minime. Quand le patient il venait et que vous disiez qu'il avait un souffle cardiaque et qu'il était sous extensine, c'est fini de sa dent, c'est la poubelle. Là, imaginez, on nous autorise à réimplanter. Et là, je parle des patients à haut risque. Ça veut dire que pour les risques intermédiaires, ça y est, c'est bon, la question ne se pose plus. Donc, quelqu'un qui perd sa dent, il vient vous voir, vous êtes dans les bonnes conditions. Là, vous pouvez faire la réimplantation, que la dent soit mature ou immature, mais on est dans les dents permanentes. Parce que, comme vous le savez, la réimplantation des dents temporaires est une contre-indication, quelle que soit la situation du patient. Donc là, on a vu les actes invasifs autorisés qui nécessitent une antibioprophylaxie. Nous allons voir maintenant les actes bucco-dentaires non invasifs qui sont autorisés et qui ne nécessitent pas d'antibioprophylaxie chez toujours les patients à haut risque de survenue d'endocardite infectieuse. Alors, quels sont ces gestes ou ces actes? L'anesthésie locale en site non inflammatoire, c'est-à-dire vous pouvez faire une anesthésie sans avoir à faire une antibioprophylaxie. La radiographie, ça c'est normal, intrabuccale. Les préparations prothétiques, avant on nous disait pas de préparation prothétique chez les patients à haut risque. Vous vous souvenez? Donc, pourquoi? Parce que si vous ratez la taille, vous risquez de faire un échauffement. On va passer au traitement endo qui est contre-indiqué. Donc là, il n'en est plus question. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller trop tailler la dent pour entraîner
une mortification ou le travailler de façon à chauffer la dent, mais toujours est-il, c'est une bonne nouvelle quand même. Donc ça veut dire que les patients peuvent avoir droit à de la prothèse fixée. La pose de la digue, les soins restaurateurs sans atteinte pulpaire, ça existait déjà. Les prises d'empreintes, la mise en place et la dépose des dispositifs orthodontiques collés ou scellés supragingivaux et même les déposes des fils de suture. Donc, vous voyez, il y a vraiment du plus. Moi, je sens que ces recommandations vont nous aider et elles vont être très bénéfiques aux patients. Maintenant, OK, on a parlé de notre problème qui est en fait l'endocardite infectieuse ou le risque infectieux. C'est bon, on a compris, on a déterminé le groupe qui est le haut risque qui doit être protégé, les gestes que l'on peut faire ou que l'on ne peut pas faire. Maintenant, OK, comment prévenir ce risque? Alors, il y a des recommandations pour la prévention de l'endocardite infectieuse qui sont de deux ordres. Il y a des mesures générales qu'on va pratiquer chez tout le monde et il y a des mesures médicamenteuses, c'est-à-dire qui font appel aux médicaments. Commençons par les mesures générales. Alors, les mesures générales, elles intéressent les patients à haut risque et les patients à risque intermédiaire. Bon, ces mesures-là, vous allez me dire que vient faire le brossage dentaire ici 2 fois par jour. Parce que si votre patient, vous le motivez à avoir une bonne hygiène, vous allez réduire la bactériémie. Et si vous allez réduire la bactériémie, vous allez avoir moins de risques d'avoir une endocardite infectieuse. Donc, le fait de le motiver au brossage 2 fois par jour, pendant 2 minutes, avec un banc dentifrice et à compléter au besoin avec les adjuvants du brossage, brossette interdentaire, fil, hydropulseur, etc., il va avoir une bonne hygiène. Un suivi régulier qui sera semestriel pour les patients à haut risque et annuel pour les patients à risque intermédiaire. Contre-indication de la mise en place de piercing, parce que vous savez, chez eux, il y a le piercing intrabuccal qui se pose sur la lèvre, la langue, etc. Donc, ça, c'est une contre-indication. Consultation rapide, et là, c'est à vous d'expliquer au patient que quand il sent une anomalie au niveau de sa bouche, une douleur, une ulcération, quelque chose qui tourne par an, il devrait consulter rapidement son praticien pour éviter d'aller vers la complication. Et bien sûr, parmi les mesures d'hygiène, les mesures générales, il faut entrer en contact avec le médecin traitant. On travaille toujours en collaboration. Nous sommes en fait une équipe. Et nous travaillons tous pour une bonne santé pour le patient. Donc ça, c'était les mesures générales. Pour les mesures spécifiques, il y en a 2. Il y a l'antisepsie orale préopératoire. Et là, ça intéresse les 2 types, c'est-à-dire les patients à haut risque et les patients à risque intermédiaire. Avant tout geste, qu'il soit invasif ou non invasif. C'est quoi? C'est tout simplement de donner au patient à se rincer avec un bain de bouche à la chlorhexidine pendant 1 minute juste avant le geste. Donc, vous lui donnez un peu de chlorhexidine dans un verre, il se rince 1 minute et vous avez déjà agi sur environ 50% de la bactériémie. Et ça, c'est pour les 2 groupes et pour tous les gestes. L'antibioprophylaxie, et là j'insiste, les patients sont les patients à haut risque, donc on ne donne plus d'antibioprophylaxie pour le risque intermédiaire, seulement pour les gestes invasifs. Et cette prise d'antibioprophylaxie, elle se fait 1 heure avant le geste. Et comme je vais parler seulement du cabinet dentaire ou de l'exercice ambulatoire, je vais parler que de la forme orale pour ne pas trop compliquer les choses. Et donc là, nous allons enfin passer à l'antibioprophylaxie. Et même l'antibioprophylaxie a vu des choses changer. Premièrement, et c'est ce que je vous ai dit, que la population concernée, selon l'AAS, encore une fois, 24 octobre 2024, il est recommandé que seuls les patients à haut risque
de survenue d'endocardite infectieuse fasse l'objet d'une antibioprophylaxie avant la réalisation de gestes invasifs. C'est-à-dire qu'il faut que le patient soit à haut risque et il faut que le geste soit invasif pour que je passe au schéma de l'antibioprophylaxie qui a également un peu changé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les consensus de l'antibioprophylaxie, ils ont commencé en 92. Et chaque fois, il y avait des molécules qui partaient, qui revenaient, une modification de la posologie, du timing, tout ça pour arriver maintenant à ce schéma. Alors, en absence d'antibiotiques, l'amoxicilline est toujours là, toujours 2 grammes 1 heure avant par voie orale pour l'adulte et pour l'enfant, c'est 50 mg par kilo 1 heure avant, ne pas dépasser la dose adulte. Maintenant, ce qu'il y a eu comme changement, c'est en cas d'allergie au bêta-lactamine. Alors, on a l'entrée d'une nouvelle molécule qui n'existait pas avant dans l'antibioprophylaxie, qui est l'azithromycine. L'azithromycine, à raison de 500 mg 1 heure avant pour l'adulte et 20 mg par kilo 1 heure avant pour l'enfant. Deuxième intention, nous avons l'apricinamycine, 1 g 1 heure avant pour l'adulte et 25 mg 1 heure avant pour l'enfant de plus de 6 ans, parce qu'il est contre-indiqué pour les moins de 6 ans. Ainsi que pour l'azithromycine, elle est contre-indiquée pour les patients qui présentent un temps de QIC prolongé. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, parce que la dernière fois, il y a eu une de mes collègues qui m'a dit, donc comme ça, moi je préfère rester sur l'amoxicilline. Sur l'azithromycine, parce que l'amoxicilline, on a des résistances et autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amoxicilline reste le traitement de choix, parce que l'efficacité a été démontrée. Dans cette indication, c'est vraiment l'amoxicilline qui est très loin en haut de liste, et c'est elle qui donne le meilleur de rendement. Il faut savoir également que le pourcentage de souches résistantes est plus élevé chez les macrolides. D'accord? Donc, si vous n'avez pas une allergie à l'amoxicilline, restez avec l'amoxicilline. Maintenant, si vous avez un doute, au lieu de passer directement vers la deuxième ligne du tableau, il vaudrait mieux faire tout simplement un test à l'amoxicilline pour confirmer ou refuter cette allergie. Parce que ça, c'est un patient qui va être cardiaque à vie. Prenez le temps, demandez un test et là, vous allez voir est-ce que votre patient pourra ou pas prendre l'amoxicilline. Autre chose pour les recommandations en rapport avec l'utilisation de l'antibioprophylaxie, c'est une dose unique. C'est-à-dire, on prend juste 1 heure avant et basta, et punto. C'est-à-dire, on ne prend pas une deuxième dose après. OK? Pour les actes invasifs. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait un oubli accidentel d'administration de l'antibioprophylaxie. Ou encore, que le patient, par exemple, il vient vous voir en urgence, vous êtes en train de travailler, il vient au cabinet, vous intervenez sur un trauma et le patient n'a pas pris son médicament. Il faut savoir, dans ces cas-là, l'antibiotique peut être pris jusqu'à 2 heures qui suivent le geste. Ça veut dire quoi? Qu'après le geste, dans les 2 heures qui suivent, il peut le prendre. Après 2 heures, c'est trop tard. D'accord? Ce n'est pas attendre 2 heures pour prendre la dose des 2 grammes, mais c'est de la fin du geste jusqu'à 2 heures, il peut prendre. C'est-à-dire, il peut prendre un quart d'heure plus tard, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures max. Après 2 heures, ça ne sert plus à rien du tout. Alors, autre chose, il est recommandé de regrouper les gestes. Si par exemple, j'ai 2 extractions dans le même cadran ou à côté, il faudrait mieux les regrouper. Mais si je dois faire plusieurs séances, je dois espacer d'au moins 3 séances respecter un délai de 3 semaines entre les séances pour pouvoir demander une autre antibioprophylaxie et éviter cette notion de résistante qu'on a fui d'ailleurs au départ. Maintenant, si vous êtes obligé de faire votre deuxième séance avant les
3 semaines, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer au deuxième ligne, c'est-à-dire vous allez considérer comme quoi votre patient fait une résistance à l'amoxicilline, pardon, une allergie à l'amoxicilline et vous allez donner de l'azithromycine ou de la pristinamycine. D'accord? Donc, l'idéal, c'est 1 heure avant. S'il y a un oubli ou qu'il y a une urgence, il peut se rattraper, mais avant 2 heures après le geste. Il faut respecter 3 semaines d'intervalle. Si vous êtes obligé d'intervenir rapidement, là, vous changez et vous considérez que le patient est allergique et vous passez à la deuxième ligne des recommandations. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a eu de changé par rapport aux dernières recommandations? Les dernières recommandations, en fait, c'était celles d'avril 2011. Elles ont été reprises, on va dire, basiquement, suite au Covid. Il n'y avait pas eu d'études et de recherches, de tables rondes. Donc, elles ont été revues en novembre 2021. Donc, ce qu'il y a eu comme changement, c'est que pour la liste des patients à haut risque, ils ont rajouté les patients porteurs d'assistance ventriculaire. L'antisepsie préopératoire, c'est-à-dire ce bain de bouche d'1 minute avant le geste, quel que soit le geste invasif ou non, quel que soit le patient à haut risque ou intermédiaire. Les molécules recommandées en cas d'allergie, elles ont changé parce qu'on a l'azithromycine qui est rentrée et la pristinamycine qui est rentrée également, parce que la pristinamycine, elle était en 2008. Ensuite, elle est sortie, elle a été remplacée par la Clenda et maintenant, elle est de retour. Et aussi, ce qui a changé, et ça, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est un véritable gain pour le patient, c'est la permission qui a été autorisée à certains gestes. Le fait de faire de l'endo, le fait de faire de l'implant, ça va vraiment changer beaucoup de choses et beaucoup de données. Ça va améliorer la qualité de vie du patient. Et donc, quand moi, j'ai un patient qui présente un risque d'endocardite infectieuse, qu'est-ce que je vais faire si je veux résumer ce que je viens de dire? Je vais demander l'avis du médecin traitant. Je vais établir un bilan de la cavité buccale, parce que je vais évaluer, je vais demander même des radios, des explorations pour rechercher les foyers infectieux latents, pour les corriger ou éradiquer. Déterminer est-ce qu'il s'agit d'un groupe à haut risque ou à risque intermédiaire et que le germe soit ou pas indiqué ou contre-indiqué. Prescrire une antibioprophylaxie. Et là, on a dit pour les gestes invasifs, pour les patients à haut risque, la chlorhexidine 1 minute avant tous les gestes, espacer les séances d'au moins 3 semaines, sinon changer le protocole, regrouper les soins, gérer les autres risques, parce que des fois, le patient, il ne vient pas seulement avec le risque d'endocardite infectieuse, il y a les autres risques qui sont associés, et bien sûr, appliquer les mesures d'hygiène qu'on applique déjà partout pour tous les patients, et ça, parce que, encore une fois, le risque d'endocardite infectieuse est multiplié. Alors, je vais rajouter juste un mot, pour sortir en beauté avec ces nouveautés. Il y a des conditions spécifiques du moment qu'on a rajouté l'implantologie. OK, on a dit que l'implantologie, maintenant, on peut placer un implant chez un patient qui est à haut risque, mais il faut savoir il faut que ce soit fait avec une antibioprophylaxie, que ce soit pour la chirurgie implantaire ou préimplantaire. Il est recommandé dans la mise en place d'un seul ou de plusieurs implants de respecter les règles de bonne pratique que déjà nous appliquons à la lettre en implantologie. Cela dit, les conditions d'asepsie, ne pas utiliser encore une fois la membrane de régénération osseuse, l'absence de maladie parodontale et une hygiène orale satisfaisante. Il faut expliquer aux patients les techniques de brossage, la nécessité d'une maintenance. Pourquoi? Alors, là, on insiste vraiment sur cette notion de maintenance, soit la maintenance professionnelle ou la maintenance à domicile. L'hygiène orale et l'absence de maladie, pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les éléments qui favorisent l'apparition de la périimplantite. Alors, saviez-vous que la maladie parodontale multiplie par 4 le risque d'apparition d'une périimplantite? Donc, si mon patient il fait des maladies parodontales, son risque il est multiplié et je sais que s'il fait une périimplantite, je peux rien lui faire, je dois déposer l'implant. Donc ça,
Ça, c'est un patient qu'il faudra écarter. Si le patient ne peut pas ou ne veut pas jouer le jeu et assurer une bonne hygiène et venir au rendez-vous, ça aussi, ce n'est pas un bon patient, honnêtement. Alors, si mon patient, en plus du problème cardiaque, il est diabétique, il faut s'assurer qu'il a un diabète équilibré. Mais surtout, pour les patients qui, malheureusement, avec leur diabète, sont fumeurs, même avec la cigarette électronique, il faut arrêter le tabac. Parce que nous, en implantologie, de façon générale, il y a un nouveau protocole qui est le protocole italien. On arrête le tabac 1 semaine avant et 8 semaines après. Ça, c'est pour améliorer les conditions d'ostéo-intégration, etc., etc. Bon, bien sûr, l'idéal, c'est d'arrêter le tabac. Mais dans le cas d'un patient qui est cardiaque, déjà, on lui offre cette chance. Alors, il faut bien qu'il entre et fait le nécessaire pour pouvoir garder son implant. Parce que, et vous l'avez, je pense, compris, en absence des conditions qu'on vient de citer, la mise en place de l'implant est contre-indiquée. Donc, ne dites pas, Dr Laab nous a dit, poser des implants chez les patients avec un risque infectieux majeur ou important, mais faites attention aux conditions de travail. Si vous n'avez pas les conditions de travail, ce n'est pas la peine. L'implant devient contre-indiqué. C'est à lui, c'est à vous d'analyser, au patient de faire le choix. Vous lui expliquez. Et surtout que maintenant, il y a beaucoup qui travaillent avec le consentement éclairé, c'est écrit noir sur blanc. Et en présence, car si le patient il va faire une périimplantite, il sera recommandé de déposer l'implant. Avec une périimplantite, ça ne plaisante pas. Quand vous avez un haut risque, vous déposez l'implant sous antibioprophylaxie recommandée, mais vous le déposez. N'allez pas vous amuser à faire une technique pour essayer de sauver, parce que là, c'est son pronostic vital qui sera mis en jeu. La deuxième bonne nouvelle, c'est l'endo, en fait. C'est l'endo parce que si je fais de l'endo, on avait extrait, personnellement, j'ai extrait des dents, je ne vous dis pas, en grande quantité chez des patients qui étaient vraiment jeunes. Je n'avais pas le choix. Maintenant, heureusement, l'antibioprophylaxie recommandée est là. On peut faire un traitement ou même un retraitement endo. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication, c'est-à-dire je ne vais pas m'amuser à faire un retraitement sur une dent qui est irrécupérable, c'est-à-dire aucune valeur fonctionnelle ou esthétique et elle n'est pas récupérable, donc ce n'est pas la peine. Une dent qui n'a pas un bon support parodontal, donc ça aussi c'est une contre-indication. Et un patient non compliant, un patient qui n'est pas motivé, un patient qui ne vous aide pas, un patient qui ne joue pas le jeu. Donc là, c'est vraiment une contre-indication. Mais sinon, même si un patient, il vient vous voir, il a fait une cellulite, vous avez géré la cellulite, vous avez géré le côté symptomatique. Par la suite, avant nous, c'était directement le traitement étiologique. On ne cherchait pas midi à 14h, il fallait faire l'extraction et c'est tout. Maintenant, heureusement, alhamdoulilah, avec les nouvelles recommandations, si vous pouvez faire le traitement ou le retraitement endo, vous pouvez le faire, c'est autorisé, à condition de respecter ce que je vais vous montrer maintenant, qui est le protocole pour le traitement et les retraitements endo. Donc, le patient, je peux lui faire à haut risque, mais il y a un protocole. Bien sûr, on est sous couverture antibiotique. Il y a la désinfection de la digue et des dents isolées à l'aide d'une compresse imbibée d'hypochlorite de sodium. Vous allez me dire comment on désinfecte la digue? Oui, bien sûr, parce que la digue, elle n'est pas stérile. Le caoutchouc, là, il n'est pas stérile. Donc, vous allez prendre une compresse imbibée d'hypochlorite de sodium qu'on utilise, nous, pour les soins endo, enfin, que vous utilisez vous. Et là, vous allez désinfecter la digue et les dents isolées. Il faut employer l'aide optique, loupe ou microscope. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une meilleure vue et ça va vous permettre de faire un meilleur travail. Vous allez augmenter les chances de réussite de votre traitement endo, tout simplement. La mise en forme, ça, vous le savez déjà avec les nouvelles techniques et notamment avec l'endomécanisé, les localisateurs d'Apex, ça permettra de limiter la surinstrumentation. Vous n'allez pas faire beaucoup de dépassements et donc vous n'allez pas envoyer les débris intracanalaires dans la région périapicale. Donc, vous n'aurez pas de dépassement
si vous voulez, la désinfection complète du système canalaire à l'issue de la première séance. Ça veut dire si vous voyez que vous ne pouvez pas assurer la désinfection complète du système canalaire lors de la première séance, ne le faites pas. Ça devient une contre-indication. Et entre une séance et une autre séance, vous allez pouvoir mettre des médications intracanalaires antiseptiques type hydroxyde de calcium, et le nombre de séances, il faut le laisser à minima. C'est-à-dire, des fois, nous, on exagère un peu dans les séances en endo, mais là, vraiment, il faut prendre le minimum nécessaire. Je ne vais pas vous dire réduisez, mais vraiment le minimum nécessaire. Et entre chaque séance, il faut faire une bonne obturation qui soit étanche au niveau de la région coronaire. Et pour terminer, il faut un suivi radiologique. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait un contrôle chaque 6 mois pour les patients à haut risque, mais le suivi radiologique, il se fait à 1 année, 2 ans, puis 4 ans. Alors là, pour avoir un max de détails, moi, ce que je vous invite à visiter le site de l'ADF. Pourquoi? Parce qu'ils viennent eux aussi d'agréger les recommandations, et ils ont un site vraiment très beau. Vous avez, alors ils commencent comme ça, ils ont en fait pas seulement les recommandations pour l'endocardite infectieuse, ils ont même les recommandations pour la prescription d'antibiotiques. Alors quand vous entrez, vous avez ça. Ensuite, quand vous cliquez, vous avez cette fenêtre et vous voyez le numéro 4 là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a l'antibiothérapie prophylactique. Si je veux voir que la prophylaxie, j'appuie sur le 4 et il me donne ce qu'on vient de voir avec de belles images. Par exemple, ici, vous avez l'endo. Il vous donne les gestes qu'on fait en endo. Et là, en bas, vous voyez, il y a un petit tableau. Alors, je reviens ici si vous n'arrivez pas à suivre. Donc, il y a un petit tableau avec les patients qui n'ont aucun problème, les patients immunodéprimés et les patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Et là, il y a je prescris, c'est-à-dire est-ce que je dois ou pas donner une couverture antibiotique. Je ne prescris pas et je ne fais pas le geste. Donc, c'est vraiment de belles couleurs, c'est très, très, je vais dire, interactif et c'est très beau à lire. Ils n'ont pas eu le temps juste de le produire parce que je vous ai dit, encore une fois, c'est vraiment très récent. Alors, comme ça, on aurait terminé avec le volet risque infectieux, endocardite infectieuse. Et nous allons passer au deuxième volet qui est le risque hémorragique. Alors, si le premier volet, le risque infectieux est en rapport avec la pathologie, le risque hémorragique n'est pas en rapport avec la pathologie. Il est en rapport, en fait, avec le traitement. Et donc, là, le patient, alors là, le patient, c'est un patient soit qui prend des antiagrégants plaquettaires ou bien qui prend un anticoagulant. Et notre plan de traitement, il va dépendre de quoi? De l'acte chirurgical effectué. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est un geste très sanglant ou bien c'est un geste où il n'y a pas de sang du tout ou bien juste un peu de sang? Il faut voir aussi quel type de traitement le patient suit. Est-ce que c'est des antiagrégants plaquettaires ou des antivitamines K et le risque thromboembolique du patient pour lequel a été donné. Alors, si on était au théâtre, Hamlet aurait dit arrêter ou pas le traitement, là est la question. Nous ne sommes pas des hommes de lettres, mais plutôt nous sommes des scientifiques. Alors, on répondra scientifiquement à la question. Il y a 2 choses à évaluer. Il y a l'évaluation du risque hémorragique et l'évaluation du risque thrombotique. Le risque hémorragique, il va être évalué par nous parce que là, il vous écrit du ressort du chirurgien. Parce qu'en fait, ça, on est sorti des recommandations de l'AS. Ça, c'est les recommandations de la Société francophone de chirurgie et pathologie orale. Donc, ce ne sont pas seulement les chirurgiens dentistes, mais également les maxillos, les stomatos et tout. Donc, c'est pour ça qu'on utilise plus le mot de chirurgien. Et donc, c'est à moi de dire, quand je rédige ma lettre
d'orientation, c'est à moi de dire, chers confrères, le patient va subir une chirurgie très saignante ou à faible risque de saignement. Si je vais par exemple poser un implant, c'est une chirurgie qui n'est pas saignante. Il y a un risque hémorragique faible. Mais si par exemple, je vais faire un geste parodontal avec lombo et autres, là, ça va être très saignant. Donc, moi, en tant que chirurgien, je vais évaluer et je dois déterminer le risque hémorragique. Par contre, l'évaluation du risque thrombotique, elle est du ressort du médecin prescripteur de l'antithrombotique. C'est lui qui voit pourquoi est-ce qu'il a prescrit ce médicament. Est-ce qu'il l'a prescrit parce que le patient présente réellement un problème ou bien est-ce qu'il l'a prescrit à titre préventif. Et donc, comme c'est lui le prescripteur, ça sera à lui de décider est-ce qu'il va maintenir, arrêter temporairement ou passer à un traitement de relais pendant la période où l'on va intervenir. Mais lui, il prend sa décision quand vous allez lui dire le risque hémorragique que présente le patient pour le geste pour lequel vous allez dire. D'accord? Alors, on ne peut pas parler d'hémorragie, ne pas faire un petit coucou sur l'hémostase, obligé. Ça ne sera pas très barbant, je vous rassure, ça sera très court. Donc, ce qu'on va dire, c'est que, et ça vous le connaissez, c'est que l'hémostase, elle passe par 3 phases. Alors, premièrement, nous allons au saignement. Donc, ça, le sang, il s'écoule en dehors des vaisseaux. Ce qui va se passer, ça va déclencher l'hémostase primaire. Au bout de quelques secondes, nous allons avoir les plaquettes qui vont se mettre ici, si vous voulez, pour boucher le trou, pour colmater. Et là, on va avoir le thrombus plaquettaire, qui, lui, n'est pas résistant. Il pourrait se dissoudre à n'importe quel moment. Ça, c'est l'hémostase primaire. Ensuite vient la coagulation, suite à une cascade de facteurs qui vont intervenir, qui vont venir renforcer les plaquettes avec de la fibrine essentiellement, et on va avoir la coagulation ou le thrombus fibrino-plaquettaire. Et là, c'est pour l'arrêt complet et définitif, parce que le premier thrombus, il était réversible, il pouvait se dissoudre, mais là, il est vraiment bien soudé, bien collé avec la fibrine, donc il ne se dissoudra pas. Et enfin, le processus se termine avec la fibrinolyse, c'est-à-dire le retour à la circulation normale. Donc, quand le patient il prend un antiagrégant plaquettaire, c'est qu'on a agi au niveau de l'hémostase primaire. C'est ici que ça va bloquer. Par contre, s'il prend un anticoagulant, quel que soit le type, c'est au niveau de l'hémostase secondaire ou la coagulation que va se dérouler la variation. Alors, les anticoagulants oraux, c'est des produits antithrombotiques comme leur nom l'indique, qui sont pris par voie orale. Alors, la nouveauté maintenant, c'est que nous avons 2 classes. Il y a les anticoagulants oraux antivitamine antivitamine K que tout le monde connaît, d'accord? Le chef de file ici en Algérie, c'est le Santran. Et il y a les nouveaux, ce sont les anticoagulants oraux d'action directe. Et là, le plus connu en Algérie, c'est le Trambix, parce que c'est celui qui est commercialisé, mais qui n'est pas encore remboursé. Alors, les antivitamines K, c'est des antithrombotiques actifs par voie orale qui ont des indications beaucoup plus vasculaires, mais également, on peut les prescrire pour des problèmes valvulaires chez les porteurs de prothèses valvulaires. Donc, quelqu'un, quand il vient, il me dit que j'ai fait un TAVI ou que je suis porteur d'une prothèse valvulaire, je comprends qu'il a le risque osclérien, d'endocardite infectieuse, mais il est également sous anticoagulant. Biologiquement, il est facile à détecter. On demande l'INR. En général, il doit être entre 2 et 3, sauf pour certains cas spécifiques où il peut atteindre les 4,5. Et donc, le plus reconnu en Algérie comme molécule, c'est le Santran. Il a une demi-vie courte quand même par rapport aux autres, donc de 8 heures, une durée d'action de 2 à 4 jours, si on compare par exemple à la coumadine qui a une durée d'action de 10 jours. Maintenant, la nouveauté, ce sont les anticoagulants oraux d'action directe, les AOD. Alors là, il y a 2 modes.
Il y a les inhibiteurs directs du facteur 10A, donc l'Eliquix. Là, vous allez le trouver chez les patients, ils le ramènent de France. Si vous avez des retraités de France ou quelqu'un qui a de la famille pour lui ramener. Ou encore, vous avez le plus connu qui est commercialisé, c'est le Trambix. Moi, je vous donne directement les noms commerciaux pour faire vite. Et il y a également une autre famille, c'est les inhibiteurs directs de la thrombine, le Pradaxa. Donc, déjà, pourquoi on est passé vers ces anticoagulants? Pourquoi ils les ont inventés, si vous voulez? Parce qu'ils ont moins d'interactions médicamenteuses. Mais malheureusement, il n'y a aucun moyen de mesurer le degré d'anticoagulant. Ça veut dire d'anticoagulation, pardon. Ça veut dire que si vous allez faire le TP, l'INR, le temps de Quick, le temps de céphaline, ce que vous voulez, vous allez avoir des normes, des résultats aux normes. C'est pour cela qu'il y a des dentistes qui partent vraiment, je dis, à contre-pied. Pour lui, le TP, il est normal, il ne voit pas où est le problème. Effectivement, c'est un anticoagulant, mais tout ce que nous avons actuellement ne nous permet pas de voir un effet sur, si vous voulez, biologique. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen pour déterminer, pour connaître est-ce que le patient présente ou pas un risque hémorragique ou évaluer. Il n'y a pas moyen. Et d'ailleurs, pourquoi ils les utilisent maintenant? C'est pour éviter aux patients d'utiliser à chaque fois, parce que les patients sous intrants, chaque semaine à 10 jours et en fonction des cas, bien sûr, ils doivent faire un TP. Et donc, ces médicaments ont été lancés justement pour éviter de faire piquer les patients chaque fois, parce que des fois, il y a des patients qui ne bougent pas de la maison. Mais malheureusement, ça a créé ce problème de mesure de degré de coagulabilité. La demi-vie, elle est de 9 à 13 heures en moyenne et c'est des doses fixes. Ce n'est pas comme le Syntran, c'est des fois 3 quarts, 1 quart. Là, c'est une dose qu'ils vont prendre tout le temps. Autre anticoagulant, nous avons l'héparine. Alors, c'est un anticoagulant qui entraîne un allongement du temps de coagulation. Il est mesuré, vous voyez là, on peut le mesurer avec le temps de céphaline activé ou le temps d'OL, indiqué essentiellement pour le traitement des préventions ou encore en relais. Et il a une activité stable qui dure 5 à 8 heures, c'est-à-dire après 8 heures, c'est bon, finish tôt, il n'a aucun effet. Il est utilisé par voie parentérale, donc il n'y a pas de forme orale. Et l'avantage également avec l'héparine, c'est qu'il a un antidote, c'est-à-dire une molécule pour le bloquer et qui est le sulfate de protamine, ce qui fait de lui un excellent produit de relais. Et c'est ce qu'on a utilisé pendant des années où les patients, ils partaient à l'hôpital pour une simple extraction. Ils devaient partir à l'hôpital, faire un relais à l'héparine. Les antiagrégants plaquettaires maintenant, en chef de file, l'aspirine, et vous le connaissez, de plus en plus de patients prennent de l'aspirine cardiaque, même les femmes enceintes en prennent, bien sûr, sous demande du médecin. Ils entraînent les modifications de l'hémostase primaire, parce que depuis tout à l'heure, on parlait juste de coagulation. Donc là, les modifications vont être juste au niveau de l'hémostase primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir votre hémorragie sur place, au cabinet, au moment de faire la chirurgie. Ce n'est pas comme les anticoagulants. Leur problème, c'est quoi? C'est que vous allez avoir l'hémorragie en post-op, une fois le patient rentré chez lui, le soir ou la nuit, ou peut-être même le lendemain. Mais pour les antiagrégants plaquettaires, et ça c'est vraiment génial, c'est que vous allez voir la chose sur place. Mais également, il n'y a pas d'examen biologique qui permet d'évaluer le risque hémorragique chirurgical lié à leur prise. Et là, dans les antiagrégants plaquettaires, il y a 2 stratégies. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on n'arrête pas? Et là, je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend. Parce que des fois, il y a des médecins qui donnent l'aspégique comme prévention. Et là, il peut décider, lui, d'arrêter, mais pas nous. Et là, des fois, non, il l'utilise en relais aux anticoagulants. Et là, il vous dit, non, il y a le risque embolique qui est très important, donc je maintiens mon traitement. Mais, souvenez-vous, seul le médecin prescripteur a le droit de changer l'ordonnance. Je vous donne un exemple. Vous faites une ordonnance, vous l'envoyez. Est-ce que vous accepteriez que le pharmacien vous la change? Vous allez me dire non. Eh bien, sûr, c'est votre plein droit.
je ne peux pas avoir une voiture et monsieur X que je ne connais pas, il passe, il prend les clés, il démarre avec ma voiture. Ça ne peut pas se faire. D'accord? Donc, on n'a pas le droit d'arrêter, de modifier ou de faire un relais. C'est au médecin prescripteur, et seulement à lui de faire la chose. Alors, tout ça, vous allez le trouver en détail grâce aux recommandations, cette fois-ci, par la Société française de chirurgie orale. C'est des recommandations qui ont été émises en juillet 2015 avec l'avènement des anticoagulants directs et elles ont été approuvées par la Société française de cardiologie et le groupe d'intérêt, donc tout ce qui est en rapport avec la pathologie bucco-dentaire, la pathologie cardiaque. Et donc, si je veux résumer les recommandations, alors, pour les antivitamines K, prendre contact avec le médecin traitant, vous allez lui dire l'ampleur de l'hémorragie que vous allez faire par votre acte et lui, il va évaluer le risque thromboembolique. L'arrêt donc n'est pas systématique et il n'est pas justifié. Donc, comme c'est un antivitamine K, vous allez demander linéaire qui doit être stable entre 2 et 3. Ça, c'est pour les pratiques de ville, c'est-à-dire dans les cabinets. On ne parle pas d'hôpital. L'anesthésie tronculaire est contre-indiquée, comme tout IM. L'anesthésie locale avec vasoconstricteur, oui, ne pose aucun problème, sauf s'il y a une autre contre-indication. Les moyens d'hémostase, vous devez les avoir. Une antibioprophylaxie est associée s'il y a indication, patient à haut risque, geste invasif. Et attention, interaction, ne jamais prescrire avec l'antivitamine K de l'aspirine, des AINS remplacés avec des antalgiques de palier 2. Le métronidazole et l'amoxicilline à forte dose entraînent une potentialisation de l'effet du Saintran. Et là, j'insiste, pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens, excusez-moi, qui prescrivent 3 grammes d'amoxyl 1 heure avant. C'est pas seulement faux, c'est un excès, mais également, si votre patient est sous Saintran, vous allez aggraver le risque hémorragique. Donc, il faut passer le message, il faut le dire au cardiologue et quand le cardiologue il vous envoie ce genre de protocole, ne cédez pas, ne le faites pas. Parce que quand il y a un problème, ce sera à vous de gérer, soit sur le plan pratique que sur le plan judiciaire. Maintenant, pour les spécificités de la prise en charge des patients, l'autre, c'était les antivitamines K. Là, maintenant, c'est les anticoagulants oraux directs. Il est recommandé donc pour les chirurgies orales à risque faible, hémorragique, les avulsions dentaires, les poses d'implants. Et pour les autres cas, on maintient, juste avoir les moyens d'hémostase. Mais si vous allez faire une chirurgie à risque hémorragique, là, il faut demander, là, il faut demander l'avis du médecin prescripteur. Et lui, si il l'a prescrit pour un risque thromboembolique faible, il peut, et je dis bien il peut, lui, pas vous, prendre la décision d'interrompre pendant 48 heures, faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique. Maintenant, si ce n'est pas possible, que le patient ne peut pas arrêter son traitement, là, malheureusement, il doit être orienté et pris en charge au milieu hospitalier. Troisième remarque pour les anticoagulants oraux directs, c'est qu'on ne leur associe pas la clarithromycine. D'accord? Parce qu'il y a une interaction entre ce genre d'anticoagulant et la clarithromycine, donc elle doit être évitée. Les gestes déconseillés de façon générale pour les patients sous anticoagulants, ce sont bien sûr la tronculaire, ça vous le connaissez, mais attention, elle est déconseillée. Les greffes autologues, quel que soit, déconseillées en raison des sites de prélèvement, parce que quand vous allez prélever, vous avez un risque hémorragique quand même qui est important. Mais il y a aussi des gestes qui sont contre-indiqués. Donc, ce sont tous les gestes contre-indiqués en cas de risque d'endocardite infectieuse associé. Donc, si le patient sur le plan hémorragique, ok, je peux faire, mais il a un risque endocardite infectieux avant, donc là, je laisse tomber. Tous les gestes qui présentent un risque hémorragique, si je n'ai pas le matériel suffisant. C'est-à-dire le patient, il vient me voir, par exemple, ce jour-ci, je suis à l'état, je suis chez moi, je n'ai pas mon matériel et tout. Si je n'ai pas le plateau technique, il faut savoir dire non. Parce que le patient, il vous dit, معليش طبيبني في حالة ودير لي من بعد أو يدور فيكم.
Un. Deuxièmement, le patient, tout mata afokherele. Et c'est ça, c'est la vérité. Parce que c'est nous, les spécialistes. Je ne peux pas céder à la demande du patient si je ne peux pas assurer la sécurité. Le bloc du nerf alvéolo, c'est-à-dire les anesthésies tronculaires bilatérales, attention, contre-indiqué. Parce que tout à l'heure, on a dit une tronculaire, elle est déconseillée, ça veut dire je peux la faire avec des conditions et tout. Mais là, faire les deux, c'est tout à fait contre-indiqué pour ce genre de personnes. Les prélèvements symphysaires sont contre-indiqués et les greffes gingivales après avec prélèvement palatin sont contre-indiqués parce qu'il y a d'énormes risques hématomes et lésions d'artères associées. Alors, ça, c'était les anticoagulants. Maintenant, pour les patients sous anti-agrégants plaquettaires, qui sont les plus fréquents, bon, vous pouvez consulter le médecin traitant quand c'est possible. Why not? Les rendez-vous, et ça, c'est pour les anticoagulants et pour les AAP, c'est toujours la matinée et en début de semaine. J'insiste, la matinée et en début de semaine. Comme ça, si le patient a un problème, il vient vous voir. Nous connaissons les services d'urgence, soit qui n'en a pas, soit qui ne peuvent pas prendre en charge ou ils n'ont pas le plateau technique. Donc, ne mettez pas le patient dans des situations carambolesques. Les extractions sont en général limitées, et ça, c'est en fonction du risque hémorragique. L'anesthésie locale avec vasoconstricteur ne pose pas de problème. Vous pouvez faire une tronculaire, il n'y a pas de problème, mais si vous pouvez la remplacer, c'est mieux. Les moyens d'hémostase, vous devez les avoir et les instructions post-opératoires classiques, ne pas boire ou manger du même côté pendant 2-3 jours, surtout quand c'est de la chirurgie. Pas de bain de bouche pendant 3 jours, pas d'alimentation chaude, mâcher sur le côté opposé et dormir avec un oreiller un peu surélevé. Alors, tout ça, c'était des recommandations de la Société francophone de médecine buccale et de chirurgie buccale en 2015, agréées l'année suivante par la Société française de cardiologie. Et comme ça, on aurait terminé avec le deuxième risque, qui est le risque hémorragique, et on termine tout simplement avec le risque syncopal. Alors, le risque syncopal, c'est quoi déjà une syncope? C'est une forme de malaise, c'est une perte de connaissance brutale et brève, une diminution du débit de sang dans les artères et hop, il y a une privation d'oxygène au niveau du cerveau et le patient, il part dans les vapes. Il faut savoir connaître les symptômes. Donc, il y a un trouble visuel, le patient est pâle, il n'est pas cohérent quand il parle et commence à trembler. Il a des vertiges, il commence à avoir des sueurs. Donc, déjà, ça, c'est les signes annonciateurs. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est le risque syncopal, en fait, il peut être en rapport soit avec la pathologie, par exemple les troubles du rythme, ou avec l'appréhension du geste lui-même. C'est-à-dire, comme le patient, il sait qu'il est cardiaque, il sait que la prise en charge, elle est un peu spéciale, donc il peut avoir peur, ou tout simplement, c'est la peur classique du dentiste. Le risque, en fait, est détecté lors de l'interrogatoire. Quand le patient entre, la façon avec laquelle il marche, déjà, votre assistante, elle peut vous dire, il a peur. Ce patient-là a très peur, il est cardiaque. Donc, déjà, vous pouvez le détecter. À l'interrogatoire, la façon dont il vous regarde, il fuit vos yeux, comment il regarde les instruments et tout. Et des fois, il vous dit, enfin, la plupart du temps, il vous dit, j'ai peur du dentiste ou j'aime pas le dentiste. De toute façon, tout le monde nous le dit. Alors, il peut être prévenu, heureusement, avec une bonne prise en charge psychologique. En général, ça suffit amplement. Il faut savoir maîtriser la peur de votre patient. Une sédation au besoin. Attention aux interactions. Vous pouvez faire une prise au coucher, une deuxième, une heure avant. Et la sédation au myopas, c'est génial. Ça donne de très, très bons résultats. En cas de malaise, arrêtez votre geste, libérez la cavité buccale, ce qui vient à l'intérieur. Et si votre patient respire, vous le mettez en PLS, bien sûr, vous le faites descendre, bien sûr, du fauteuil. S'il n'y a pas de respiration,
où il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de pouls, on instaure un massage cardiaque externe avec respiration artificielle à raison de 30 compressions pour 2 insufflations. Moi, je vous conseille tout le temps de faire des simulations parce qu'il faut toujours réviser les malaises parce que le jour J, vous allez paniquer. Donc, il vaudrait mieux de temps en temps réviser et faire des petits scénarios entre vous avec votre assistante. C'est très bien. Alors, un dernier mot sur l'hypertension artérielle, parce qu'en fait, c'est une pathologie cardiaque, mais qui est isolée. C'est un facteur de morbidité qui est très fréquent en Algérie. Les recommandations, avis du médecin traitant, des fois, oui, il le faut. C'est un patient qui est stressé, il faut le déstresser. Ça n'a pas de sens vraiment de prendre l'attention parce qu'il a peur de vous, il a peur de l'acte. Donc, vous allez trouver une hypertension. Donc, ce n'est pas vraiment indiqué, surtout les patients qui ont le phénomène de la blouse blanche. Vous pouvez prévoir la prémédication ou encore du myopa. Les rendez-vous doivent être les plus courts possibles, de préférable le matin, pour éviter le taux de stress avec l'attente. Essayez de programmer les patients à ne pas trop attendre dans la salle d'attente, ça sera mieux. L'anesthésie, alors oui, vous pouvez utiliser un vasoconstricteur, notamment avec les nouveaux anesthésiants ou qui contiennent de faibles doses d'adrénaline, donc ça, ou de vasoconstricteur, donc ça peut, vous pouvez le faire sans problème. Oui, pour la tronculaire, précaution de l'hémorragie, sauf si le patient prend un antiagrégant plaquettaire associé. Il n'y a pas de risque infectieux, donc il n'y a pas d'antibioprophylaxie. Et pour la prescription, juste faire attention au traitement du patient pour ne pas avoir des interactions avec ce que l'on prescrit. Alors, pour conclure, je sais que vous êtes fatigués, désolée, c'est un sujet quand même où il y a beaucoup de choses à dire. Alors, au cabinet dentaire, donc nous avons de plus en plus de patients présentant ce genre de problème. Ils nous le disent quand on les met à l'aise. Il faut savoir les prendre en charge au niveau des 3 risques. Pour l'endocardite infectieuse, maintenant, on connaît la nouvelle nomenclature, la nouvelle classification. Les patients, donc, c'est les patients à haut risque. Pour les gestes invasifs, on a rajouté en endo et en implantologie avec les conditions et sous couverture antibioprophylaxie avec les nouvelles molécules et l'amoxicilline reste la reine. Le risque hémorragique, il est en rapport avec le traitement. Il faut évaluer votre risque et demander au médecin prescripteur le risque embolique ou thromboembolique pour qu'il puisse travailler avec vous en collaboration. Le risque syncopal, en général, il est généré par la peur, donc vous pouvez le gérer le plus facilement possible grâce à une bonne approche psychique. Tout ceci, si vous le faites correctement, vous pourrez prendre votre patient en charge le plus normalement possible. Et je vous dis merci. Désolée d'avoir été longue. J'espère avoir des questions. J'aime beaucoup cette vue, mais également ce qu'a dit Pythagore qui parle, sème et qui récolte, écoute. Donc, merci de m'avoir donné cette occasion de parler des nouvelles recommandations et je suis à vous. Une petite requête, s'il vous plaît, priez pour nos enfants, nos frères et sœurs au Tahia Palestine Hura Mustaqilla. Merci, à vous la parole. Merci, docteur, un grand merci à vous. Donc, on peut passer aux parties des questions, s'il vous plaît. Donc, les participants, n'hésitez pas à poser votre question par message ici. Donc, docteur, s'il vous plaît, la première question. Oui, Fadli. Oui. Quand on fait la réimplantation d'une dent expulsée, donc doit-on faire le traitement endo-recto avec antibiothérapie de couverture? Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? La réimplantation, oui. Oui, d'une dent expulsée, donc doit-on faire le traitement endo-rétro avec antibiothérapie de couverture? Ça, c'est une réimplantation. C'est ça. Oui, la question c'est quand?
Quand? Quand on fait la réimplantation, oui. Alors, donc tout dépend. Maintenant, si moi, bon, déjà, là, on sort un petit peu du sujet. Je garde le même protocole de réimplantation. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'avant, elle était contre-indiquée. Maintenant, elle est autorisée. Parce qu'avant, on disait que si le patient présentait un risque infectieux, il n'y avait pas de réimplantation. Donc, nous, ici, ce que je suis en train de dire, ce que la ACE est en train de dire, c'est que vous gardez votre protocole de réimplantation le plus normalement possible. Vous pouvez le pratiquer, sauf que vous allez rajouter l'antibioprophylaxie. Alors, si votre patient, maintenant je passe au côté technique de la chose, si votre patient il vient pour une réimplantation, votre protocole, vous allez l'appliquer en fonction de la durée. Est-ce qu'il vient immédiatement? Est-ce qu'elle est immédiate ou est-ce qu'elle est tardive? Si elle est immédiate, on réimplante et ensuite on voit le traitement endo, est-ce qu'il doit se faire ou pas? D'accord? Si elle est tardive, on fait le traitement endo à main levée et ensuite on réimplante. Mais il n'y a pas d'obturation à rétro. Dans les deux cas, il n'y a pas d'obturation à rétro, que ce soit pour un patient sain ou par un patient présentant un risque infectieux. J'espère avoir répondu. Normalement, c'est clair, docteur. Merci beaucoup. OK. Oui, on passe aux deuxième question. C'est une question de la part de docteur Nisrine. Il y a des patients qui ont une allergie avec l'injectable, c'est-à-dire l'antibiotique injectable et non avec les comprimés. Ah, est-ce qu'il y a des patients qui, par exemple, il a une allergie à l'amoxyl, par exemple, en injectable, il n'a pas en comprimé? C'est ça la question? Oui, c'est ça. Non. C'est ça la question. On a une allergie à la molécule. C'est-à-dire, si je fais un test à l'amoxicilline, si j'ai une réaction, ça veut dire que c'est une réaction à l'amoxicilline. Oui, docteur. C'est-à-dire, si j'ai une allergie au test, ce n'est pas la peine de donner la voie orale. Oui, bien sûr. Donc, c'est une allergie à la molécule. Donc, on passe à la question de la part du docteur Marwa. Quelle famille on donne lors de la deuxième séance pour un patient non allergique à l'amoxicilline? Il est allergique ou là, il n'est pas allergique? Il est allergique à l'amoxicilline. Si par exemple, oui, la deuxième séance. D'accord. Si par exemple, la première séance, j'ai donné de l'azithromycine et que je ne peux pas respecter le délai des 3 semaines, la deuxième séance, je donne de la pristine. Ou bien, c'est l'inverse. Si la première séance, j'ai mis le patient sous 1 gramme de pristinamycine, la deuxième séance, encore une fois, si c'est moins de 3 semaines, je passe à l'azithromycine. Ah, non allergique. Il n'est pas allergique. Donc, la première séance, elle s'est faite sous amoxyl. D'accord? La deuxième séance, je choisis soit vous donnez de la pristina ou de la zithromycine. Là, à vous de choisir. Vous avez le choix entre les deux. Mais encore une fois, ça, c'est dans le cas où le délai entre les séances est inférieur à 3 semaines. Mais l'idéal, c'est d'essayer de respecter le délai pour essayer d'éviter cette question d'apparition de souches résistantes. Surtout qu'on a dit qu'on avait beaucoup de résistance avec les macrolides. Oui? Oui, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. On passe à une autre question. Docteur, il a dit que le problème de la tronculaire, juste avec la vasoconstricteur, vous pouvez m'expliquer le problème avec la tronculaire exactement? Le problème, il est avec la tronculaire ou avec le vasoconstricteur? Alors, premièrement, la tronculaire se fait sans vasoconstricteur. Je vous explique. Nous, la tronculaire, où est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait au niveau de l'épine de Spix pour agir plus bas. Donc, pour agir à distance. D'accord. Quand je mets mon vasoconstricteur, qu'est-ce qui va se passer? Je réduis le diamètre
du conducteur. Donc, ça va prendre plus de temps pour arriver là où je veux. Et ça ne m'intéresse pas. Le patient, il va rester comme ça à poireauter, à patienter le temps d'avoir la prise. Donc, c'est pour cela que la tronculaire, comme on agit à distance, donc je veux que le produit arrive rapidement, je l'utilise sans vaso. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est en train d'agir sur une artère terminale. Le vasoconstricteur a un risque ischémiant. Donc, c'est pour cette raison que l'anesthésie tronculaire se fait sans vaso. Ça, c'est un. Pourquoi maintenant on ne fait pas de tronculaire chez les patients sous anticoagulants? Parce qu'en fait, on ne fait pas de tronculaire et on ne fait pas d'intramusculaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'hématome non résorbable. Quand on fait une tronculaire, et ça pour tous les patients, il y a un risque d'avoir un hématome. L'avantage chez les patients sains, c'est que l'hématome se résorbe. Pour les patients sous anticoagulants, il y a un risque que l'hématome ne se résorbe pas et qu'ensuite il va se détacher et il va migrer de manière à obstruer un tronc important, entraînant un risque très important qui pourrait être mortel. Donc, même si, par exemple, votre patient, déjà, nous, on ne prescrit plus d'intramusculaire. Ça fait, moi, je ne me rappelle plus la dernière fois où j'ai prescrit une intramusculaire. Même un patient qui vient chez vous, qui est sous Sintran ou sous un anticoagulant, vous ne pouvez pas lui prescrire une IM. C'est la même chose que la tronculaire. Parce qu'il y a un risque d'hématome qui ne va pas pouvoir bien se résorber et qui va migrer et va donner des complications graves. Cela dit, peut-être mortelles. Donc, même à des patients sous Sintran, par exemple, je fais une dent de sagesse, quand je termine, je ne vais pas injecter, par exemple, du Solimédrol en intramusculaire. Non, je ne le fais pas. D'accord? Prochaine question? Oui, on passe. Une fois, un patient avec trouble du rythme est venu, a pris de l'Ixomil, du sang plein gré la veille. Comment? Il a pris de l'Ixomil et quoi? Une fois, un patient avec trouble de rythme est venu et pris de l'Ixomil. On se plein gré la veille. Oui. ما foi, احنا عندنا مشكل كبير عندنا مشكل كبير واسمه l'automédication. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous n'avez pas prescrit. D'accord? Nous, on est responsable de ce qui se passe dans le cabinet et de ce qu'on a prescrit et des suites de notre travail. C'est tout. D'accord? Maintenant, lui, peut-être qu'il a, on va dire, un certain accord, entre guillemets, avec son médecin. Il lui dit, quand tu es dans une situation de stress, il faut que tu prennes ça. Bon, ça, c'est possible. Mais sur le plan médico-légal, vous n'êtes pas responsable parce que lui, il a pris tout seul. Toujours le problème de l'automédication. Ouais, oui. Donc, on passe à la question suivante. Donc, Oui. s'il vous plaît, parlez-nous des moyens locaux d'hémostase brièvement. D'accord. Alors, les moyens d'hémostase locale, locaux, pardon, ils sont nombreux. Vous pouvez faire appel à tous les moyens ensemble ou bien prendre juste de quelques-uns. Alors, le premier moyen qui est très, très important, c'est tout simplement la compression bidigitale. Ça, c'est la base du travail. On nous a toujours appris à faire de la compression bidigitale. Donc, ça, c'est en un. Et moi, quand je dis compression digitale, je pense beaucoup plus à tout ce qui est extraction, hein, essentiellement. Extraction ou même plaie. Nous avons également, si je reste avec les extractions, nous avons les matériaux collagène résorbables, tels les éponges. Et moi, je préfère les éponges résorbables
aux autres éléments, c'est-à-dire il y a certains qui me disent pourquoi on ne peut pas imbiber une boulette de coton et la mettre avec un hémostatique. Le problème, vous allez avoir un arrêt, mais quand vous allez retirer votre coton, le saignement, il va reprendre parce que vous allez tirer avec vous le caillot. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand le deuxième produit qui est accessible, je ne vais pas citer de nom, il y a des compresses hémostatiques résorbables. Alors, pourquoi j'aime pas trop… Comment? Surgicel, par exemple. Désolée, on ne peut pas citer de nom. Mais comme a dit Gaulle, vous m'avez comprise. Alors, et là, on coupe, on met. Bon, le produit, il est efficace, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est le problème d'asepsie. Parce que l'éponge, il y a une seule éponge, vous mettez, vous voulez mettre plus, vous pouvez rajouter. Mais pour ce genre de produit, vous allez couper, vous allez mettre. Et le reste, vous n'allez pas pouvoir jeter le paquet. Et vous n'allez pas pouvoir le laisser. Parce que, n'oubliez pas, risque infectieux. Et là, on souligne en rouge. D'accord? Donc, il y a aussi les sutures. Il y a les cols, que ce soit les cols biologiques ou synthétiques. Malheureusement, on n'en a pas sur le marché. Et il y a les gouttières. Les gouttières de compression. Il y a soit les gouttières extemporanées que vous allez réaliser immédiatement en utilisant, par exemple, les matériaux à empreinte lourde. Donc, vous allez juste façonner un petit boudin et vous allez l'appliquer. Et il faut bien colmater pour qu'il puisse servir de compression. En fait, le rôle de la gouttière, c'est quoi? C'est une compression. Au lieu que le patient prenne vos doigts avec lui, il va prendre la gouttière. Sinon, comme le plus souvent, c'est des gestes programmés, donc vous prenez une empreinte, vous faites l'extraction sur le modèle en plâtre et vous allez réaliser ou demander à votre labo de vous réaliser une gouttière de compression qui va être maintenue en place en résine, mais il faut vérifier qu'elle est bien arrondie et bien lisse pour ne pas occasionner de blessures ultérieures. D'accord. S'il vous plaît, docteur, pour les poudres hémostatiques et les sprays, est-ce qu'on peut les utiliser chez un patient cardiopathe? Ça dépend de la composition. D'accord, d'accord. Ça dépend de la composition, parce que sur le marché maintenant, on a beaucoup de produits. Il faut toujours se référer à la composition. Moi, je vous invite à lire les recommandations de la société française, parce que moi, je n'ai pas pu tout dire. Vous avez vu combien de temps on a pris. Alors, il précise les gestes, la gravité des gestes. Et les produits, les protocoles, ils sont en détail, vraiment très détaillés pour chaque cas. D'accord. Je vous remercie, docteur. Merci à vous. Autre question, s'il vous plaît? Docteur, oui. L'anesthésie tronculaire avec ou bien sans vasoconstricteur pour ces patients et les patients aussi, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. L'anesthésie tronculaire avec ou bien sans vasoconstricteur pour ces patients et d'autres patients aussi, s'il vous plaît. L'anesthésie tronculaire, c'est sans vasoconstricteur pour tous les patients. La tronculaire se fait tout simplement avec une anesthésie sans tronculaire, quel que soit le patient. Je l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Autre question? Oui, il y a d'autres questions. Oui. Pourquoi il ne faut jamais utiliser du membrane de régénération osseuse pour le patient cardiopathe? Pas pour le patient cardiopathe.
pour le patient ayant un risque d'endocardite, un haut risque d'endocardite infectieuse. En fait, ces études ont été faites par des spécialistes en dentaire et hors dentaire. Ils se sont référés à des études épidémiologiques et ils ont vu que le fait d'avoir cette membrane n'était pas, comment dirais-je, safety. Et on n'avait pas aussi suffisamment de recul avec les membranes. Donc, si j'ai quelque chose dont je ne suis pas sûre, je préfère l'interdire. D'accord? Parce que l'utilisation des membranes qui sont actuellement, elles n'ont pas un grand recul. Des fois, on n'interdit pas parce que la chose n'est pas bien. Des fois, on interdit parce qu'on n'a pas assez de recul. Donc, comme je ne vais pas tenter, et si vous voulez, comment dirais-je, jouer de la santé et mettre en jeu, c'est ça, mettre en jeu le pronostic vital du patient, je préfère l'interdire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de recul, il n'y a pas suffisamment de données biologiques, donc ils ont préféré interdire. Et pour les gens qui seraient intéressés également, il y a l'argumentation de l'AFSAPS. Pardon, pas l'AFSAPS, l'AS. Ils ont un document court, avec les codes comme Karawah, mais ou un document très très long avec le détail et l'argument de chaque chose. Pourquoi telle molécule, pourquoi telle et telle chose. Donc, pour les gens qui veulent avoir plus de détails, moi je vous invite vraiment à lire parce que c'est un document formidable. Donc, oui. Merci beaucoup, docteur. La dernière question, on peut donner de clindamycine en cas d'allergie? Alors, la clindamycine, elle était dans le protocole LIFET, c'est-à-dire celui d'avril 2011, repris en novembre 2021. Sauf que, elle a été retirée. Pourquoi? Premièrement, en Algérie, elle n'est pas disponible sur le marché, la plupart du temps. À 98%, elle est absente sur le marché. Et deux, donc déjà, la présinamycine, je l'avais emprunté au protocole, l'ancien protocole. Et deuxièmement, la clindamycine a beaucoup d'effets indésirables, des effets gastriques, c'est-à-dire elle entraîne des vomissements, elle entraîne des diarrhées. Et c'est pour cette raison que, en général, les patients, ils l'aiment pas tellement. Moi, je l'ai prescrit quand elle était, on va dire, à la mode à un moment, qui était disponible, mais ce n'était pas vraiment une molécule dont raffolaient les patients. Donc, moi, je préfère que pas. Il y a une autre question apparemment, docteur. S'il vous plaît, la conduite à tenir face à un patient qui est sous extensiline avec un souffle cardiaque. Quelle est la conduite à tenir? Je sais que ça a choqué beaucoup de gens, mais قلنا باللي le risque intermédiaire, parce que souffle, وش معناها souffle? Souffle, en général, في الجزائر, احنا عندنا une insuffisance mitrale, quel que soit le grade. وإحنا قلنا tout ce qui est insuffisance, rétrécissement, tout ce qui est en rapport avec des valves, mitrales, aortiques, tricuspides, ce que vous voulez, ça entre dans les intermédiaires. Et ce qui entre dans l'intermédiaire, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On peut faire tous les gestes invasifs sans couverture antibiotique. Et c'est ça, entre autres, la nouveauté des recommandations. C'est choquant, mais c'est la vérité. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai lu le document la première fois, j'ai lu, j'ai relu, je suis partie sur les autres sites pour vérifier que c'était pas une blague et que c'était la réalité. Donc, un patient qui présente une atteinte cardiaque et qui est sous extensiline, c'est un patient à qui vous pouvez tout faire, il n'y a pas d'antibioprophylaxie et il est considéré comme quelqu'un de tout à fait normal. C'est bien clair. Le reste, c'est des remerciements. Alors, je vois une question, excusez-moi que je prends. Il y a une personne qui me dit, je n'ai pas compris le rapport entre cardiopathie et implantologie. Alors, avant nous, les patients, quand ils venaient avec un risque infectieux majeur ou même avec un risque modéré, on ne faisait pas d'implant. On ne proposait même pas l'implant.
On ne proposait pas l'implant et des fois, on ne proposait même pas la taille. Maintenant, avec les nouvelles recommandations, quand il s'agit d'un cas classique, une édentation tout à fait simple et banale, vous pouvez proposer, même si votre patient est classé dans le haut risque, à condition, bien sûr, de le mettre sous couverture antibiotique, que le cas soit facile pour dire, même s'il y a une chirurgie, il n'y a toujours pas cette histoire de membrane, que le patient soit très motivé, c'est-à-dire qu'il va venir, il va respecter déjà les conditions d'hygiène, il va venir aux séances de maintenance, il n'a pas un problème parodontal déjà qui existe au niveau de sa cavité buccale et il n'est pas fumeur et s'il est diabétique, il a une glycémie qui soit équilibrée. Donc, si vous avez tout ça, vous pouvez prendre un patient même à haut risque en implantologie, chose qu'on ne faisait pas avant. Ok, allez-y. Pour ceux qui ont levé la main, vous pouvez activer le micro et poser vos questions, s'il vous plaît. Je vous en prie, avec plaisir. J'espère que ça a été bénéfique pour tous. Je vous invite vivement à lire. Encore une fois, je reviens sur les diapos pour vous montrer. Alors, ce qu'il faudrait lire, c'est ceci. Alors, pardon. La prise en charge bucco-dentaire des patients à haut risque d'endocardite infectieuse, c'est partagé sur le site de la HAST, la Haute Autorité de Santé. Et là, la dernière mise à jour, je vous ai dit, elle date du 24 octobre 2024. Ça, c'est une première lecture. Vous pouvez également passer sur le site de l'ADF et là, vous allez avoir vraiment une très, très belle présentation avec des couleurs, pas trop de blabla comme ici. Vous allez avoir quelque chose vraiment de très bien avec même les recommandations de prescription. Et pour terminer, alors je cherche. Excusez-moi. Alors, ça, c'est pour l'ADF. Il y a des personnes qui ont... Qui? Docteur. Oui. Il y a des personnes qui ont demandé le nom du site Endo, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est pas un site Endo, c'est l'ADF. Vous entrez à l'ADF, le site de l'ADF, et vous avez tout. Vous avez l'Endo, la paro, tout. Et vous avez vraiment le détail. Donc, et pour terminer, pour tout ce qui est hémorragie, je vous conseille de lire ça. Gestion périopératoire des patients traités par antithrombotique, chirurgie orale. Donc, ça, c'est une mise à jour 2015 qui est vraiment très, très importante pour le risque hémorragique. Donc, la première partie, c'était pour le risque infectieux et ça, c'est pour le risque hémorragique. Alors, ce qui serait bien, c'est de pouvoir passer ce message à nos confrères cardio. Ça va nous faciliter la tâche et surtout, ça va aider les patients parce que des fois, les patients, ils sont perdus. Entre nous et eux, le médecin il dit 3 grammes, nous on dit 2 grammes. Alors là maintenant on va dire pas d'antibiotiques du tout, ça va barder. Hein. On va avoir des étincelles. Harb Noujoum, il va y avoir. Ok, il y a quelqu'un qui a levé la main? Oui, docteur Labed. Oui, allez-y, je vous entends. M'sal khair. M'sal khair. Labas. Ça va, merci. Et vous-même? Pas encore dormi? Labas, alhamdoulilah. Marhaba bik, allez-y. فرحت كي عاودت كي لقيت لا جورني تاعك. Merci, c'est très gentil à vous. Merci d'avoir patienté jusqu'à cette heure. Enfin عاودنا شفناك ولو عن بعد. Merci, c'est gentil. Ah merci. C'est très gentil à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, madame Hakima. Non, ما عنديش des questions, juste باش نقول لك merci ونتمنى يكونوا d'autres formations معك ان شاء الله كما اللي فاتوا.
Inch'Allah, 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 ya Rabbi. Suivez avec le club, ils sont très à la pointe. J'ai vu qu'ils ont fait pas mal de formations avec d'autres spécialistes. Vraiment, barakallahu fikum. Merci Sylvius Club. Merci pour l'invitation et pour ce que vous êtes en train de travailler. Inch'Allah, fi mizan hasanatkom. Je vous remercie, docteur. Big Toute docteur, l'équipe on Sirius est là remercie pour vous sincèrement. accueillir. Merci. C'est très gentil à vous. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité, pour votre engagement. Inch'Allah, encore une fois, Rabbi ja'alalkom fil mizan. Merci, docteur. On vous souhaite une bonne continuation pour votre carrière professionnelle. Ça nous Merci. fait énormément plaisir Le plaisir de est pour moi. collaborer avec vous. Un grand merci à vous, docteur. Merci à vous pour l'invitation. À Merci à d'autres occasions, Inch'Allah, à d'autres conférences. Merci à vous, à tous ceux qui ont été là avec nous. Au plaisir de vous revoir. Et tenez bon, il faut, merci Tamoum. Il faut tenir bon, il faut expliquer la chose aux médecins. Ce sont nos amis, ce sont nos collaborateurs. Il ne faut pas les prendre à rebrousse-poil. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bonne année, j'ai oublié meilleurs vœux. Inch'Allah, العام عام الخير وعام الفرج. Merci beaucoup, docteur. ليك ان شاء الله تاني دكتور. عايشك. Merci. ان شاء الله يكونوا دورات حضوريه معك كما اللي فاتوا. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Merci, c'est gentil. Toute l'équipe Sylvius vous remercie, docteur. Merci sincèrement. Allah, merci beaucoup. Ça nous fait une autre occasion, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Merci.